Bonjour à tous et bienvenue sur ce Tech Live de comment booster votre productivité avec l'IA, les bonnes pratiques pour les devs. On va essayer de vous donner des conseils sur comment vraiment bien utiliser cet outil dont on a tous entendu parler et presque tous déjà utilisé. Pour commencer, une petite intro de qui je suis pour me présenter rapidement. Donc, Arthur Kuhn. Je suis le CTO de la Digital Factory de Clanic, donc qui est l'entité de Clanic qui développe des applications web et mobiles pour ses clients, vraiment de la partie conception à la partie développement, livraison et hébergement et TMA ensuite, donc développement sur mesure. Ça fait 10 ans que je travaille dans la tech sur des différents postes et différents secteurs d'activité. Et ce qui m'intéresse là-dedans principalement, c'est tout ce qui concerne l'amélioration continue et la mise en place de process de dev qui soient efficaces pour arriver à avoir des équipes tech qui soient les plus productives possibles, tout en leur garantissant le maximum de confort, de facilité de travail et d'avoir un environnement de travail qui soit le plus agréable possible. Et plus récemment, du coup, de comment intégrer l'IA là-dedans pour aller encore plus loin sur les améliorations et les optimisations des process de dev. Et ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est trouver des solutions qui sont pragmatiques, donc pas forcément mettre en place plein d'outils pour faire tout et n'importe quoi, mais trouver les bons outils ou les développer pour avoir des solutions qui soient efficaces et pertinentes sans se retrouver avec quelque chose qui soit trop complexe. Voilà pour moi. Du coup, pour parler un petit peu de la présentation et vous expliquer un peu à quoi vous attendre, commencer par une petite intro. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui, les différents types d'IA qu'on peut utiliser, les bonnes pratiques, un focus sur la sécurité, parce que on a tous plus ou moins conscience, mais c'est important de creuser un peu le sujet et de faire attention à la sécurité quand on utilise l'IA. Et pour finir, une petite conclusion. Pour commencer, du coup, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de l'IA et notamment de l'IA pour les devs? C'est que 97% des devs ont déjà utilisé des outils d'IA. C'est une étude de GitHub qui est assez récente, qui date de fin 2024. Donc 97%, on peut dire presque tout le monde, pour des gains de productivité qui vont de 20 à 55% en fonction des études. Et du coup, en fonction de comment on les utilise. Et donc ça donne un peu une idée quand même de l'importance de ce sujet et de pourquoi il faut en parler et que ça devient quelque chose qui est essentiel dans le métier de développeur et du coup de comment bien utiliser ça. Pour quelles activités on peut utiliser l'IA dans le process de dev? Donc si on regarde un peu le process de dev dans son ensemble, résumé assez simplement, c'est qu'on part d'un ticket, on fait un dev local, on commit, on push, on fait notre MR, il y a la CI qui tourne, on fait une review et on merge. Process de dev assez basique, mais qui résume assez bien. Et en fait, on peut utiliser l'IA un peu à toutes les étapes de ce process, que ce soit sur la partie de création d'un ticket ou d'amélioration d'un ticket. Donc, par exemple, pour découper un ticket en tâches techniques, pour affiner les critères d'acceptation, pour en ajouter d'autres, pour rédiger le ticket complètement, même si on veut et si on a le bon prompt. Ça peut nous aider pour faire le dev en local, donc pour nous aider à développer plus vite. Ça peut nous aider sur la partie même commit, si on n'est pas inspiré pour écrire le message de commit, on peut aussi demander à l'IA de le faire pour nous, d'avoir quelque chose qui soit assez clair et qui suive les règles pour avoir des commits qui soient clairs. Ça peut nous servir aussi sur la review pour intégrer l'IA dans cette étape-là. On rentrera un peu dans le détail tout à l'heure, mais l'idée c'était vraiment de rappeler que l'IA peut être utilisée dans toutes les étapes du process de dev, voire même après, parce qu'on a pas forcément la partie QA et test automatisé, où peut y avoir des utilisations là-dedans aussi. Vu qu'on a des activités, ça peut servir sur à peu près toutes les activités du process de dev qui existent, il y a une tonne d'outils qui se développent avec des fonctionnalités tout un peu différentes dont on va rentrer un peu dans le détail tout à l'heure.
Mais l'idée, c'était plus de montrer l'intérêt qu'il y a pour ce sujet-là et que c'est un écosystème qui se développe ultra vite avec plein d'outils et d'entreprises qui se développent très rapidement. Voilà qui conclut cette petite intro. Et du coup, maintenant, on va pouvoir parler des différents types d'IA qu'on peut utiliser. En gros, il y a 4 grands types qui sont apparus plus ou moins par ordre chronologique. Donc, le chat qu'on connaît tous, pouvoir échanger avec ChatGPT via l'interface de chat qu'on utilise pour du dev ou pour n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Et après, il y a un peu 2 branches qui se sont séparées. Une branche où on intègre vraiment l'IA dans un IDE, par exemple intégré directement dans VS Code, ou une autre branche qui sort un peu de ça et où on va plutôt interagir avec des agents IA en ligne de commande, via notre terminal. Donc, on va plutôt que poser des questions au chat, on va les poser dans un terminal qui a accès à notre repo en local et pouvoir faire des actions dessus. Et à partir de ça, il y a une évolution qui va encore plus loin, c'est sur vraiment avoir des agents autonomes, un peu dans le détail tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment des différents types d'IA. Donc, pour entrer sur la plus simple qu'on connaît tous, les IA conversationnelles, donc les chats, comme je disais juste à l'instant, c'est ChatGPT, Claude, Mistral ou DeepSeek qui ont tous leurs interfaces de chat qui peuvent être utiles pour le dev et pour à peu près tout le reste aussi. Mais quand on fait du dev, la problématique, c'est que on va copier-coller du code dans ChatGPT. Il va nous sortir une réponse qu'on va, si je résume un peu et en manière un peu simpliste, on va copier-coller dans notre IDE. Et voilà. Du coup, c'est pas forcément le plus efficace dans les process de dev. Mais si on a des sujets, des questions, pour tout ce qui est apprentissage, explication, si on a un bout de code que quelqu'un d'autre a écrit qu'on ne comprend pas, ou un concept sur lequel on a besoin d'apprendre, c'est plutôt assez sympa d'interagir avec ça. Après, du coup, sur les IA dans l'IDE, quelques exemples, il y a Cursor, Tabnine, GitHub Copilot. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ces interfaces de chat qui sont intégrées directement dans notre IDE, et donc éviter de faire des copier-coller qui apportent peu de valeur. Donc, par exemple, alors tous les exemples que je vais faire sur l'IA dans l'IDE, c'est avec Cursor, c'est l'outil qu'on utilise le plus chez nous. Et par exemple, du coup, on a directement une interface de chat dans l'IDE sur nos fichiers. On peut lui demander d'écrire une fonction qui fait la validation d'adresse mail. Et il va nous sortir une fonction qui est plutôt pas trop mal avec la doc qui est typée, etc. Et notre regex pour les emails. Donc directement en IDE, ça évite de sortir aller dans ChatGPT ou même sur ce type de questions, par exemple la validation d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone. Si on n'a pas envie ou qu'on ne sait pas écrire la bonne regex facilement, ça évite d'aller sur Stack Overflow, de faire un copier-coller. Ça nous fait gagner pas mal de temps là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la première utilisation, c'est pouvoir interagir directement avec le chat dans notre IDE. Une autre fonctionnalité qui est ultra utile, c'est les autocomplete. Donc par exemple, pour écrire les tests du fichier de notre fonction de validation d'email qu'on a vu juste avant, ce que j'ai fait, c'est juste créer un nouveau fichier spec.ts pour écrire les tests, juste après la première lettre de l'import, et directement, il m'a fait mon import et il m'a fait mon premier test. Il n'a pas écrit tous les tests, mais ça permet quand même de montrer assez rapidement ce qu'on peut faire avec l'autocomplete, qui, j'avoue, n'est pas toujours juste et parfois un peu perturbant parce qu'il ne comprend pas toujours ce qu'on veut, ce qui est normal aussi. Et parfois, il propose des trucs qui sont pas justes. Et après, du coup, on peut lui demander, en plus d'autocomplete, de générer tous les tests pour notre fonction qu'on a écrite tout à l'heure. Où là, il va nous sortir l'ensemble du fichier de test avec plein de tests. Peut-être plus que ce qu'on aurait écrit à la main. Peut-être aller un peu plus loin.
Et du coup, en fait, on se retrouve avec, je suis d'accord, c'est un exemple assez simple, mais on a fait notre fonction pour la validation de l'adresse mail et 100% de couverture de test en largement moins de 5 minutes. Ça aurait pris peut-être un peu plus de temps si on l'avait fait complètement à la main. Donc voilà, ça peut aider sur ce type de tâches. Voilà, c'est un peu plus pour montrer ce qu'on peut faire dans l'IDE, avec les IA dans l'IDE. Après, le troisième type, du coup, c'est les agents IA qui sont directement dans le terminal, comme Aider ou Claude Code. Et en gros, une petite vidéo rapidement. L'idée, c'est directement d'interagir avec notre repo en ligne de commande, en promptant le LLM. Et lui, du coup, il aura directement accès au repo, à nos fichiers, et va pouvoir les lire, les écrire. Et on va pouvoir, du coup, développer comme ça. Ce qui s'éloigne un peu plus de la façon de développer dont on a l'habitude, mais qui existe aussi. Et après, du coup, l'évolution de ça, c'est les agents IA autonomes, comme SW Agent ou Devin. Et où là, l'idée, c'est vraiment de prendre une issue qui est un agent IA qui fasse le taf et qui sorte l'APR directement. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir se connecter à l'endroit où on stocke toutes nos issues, toutes nos issues ou nos tickets, dans Jira, dans GitLab, dans GitHub, etc. Il va récupérer l'issue, la code base, il va faire sa magie et il va en sortir une PR. Aujourd'hui, les quelques études là-dessus parlent d'entre 10 et jusqu'à 20% des issues qui seraient résolues, qui pourraient être résolues directement comme ça. Donc c'est pas négligeable et c'est un sujet qui est intéressant et qui, je pense, va beaucoup se développer sur les années à venir. Même si, bien sûr, il y a toujours l'humain qui intervient pour relire la PR. Donc voilà pour les différents types d'IA qui existent aujourd'hui et qui peuvent être utiles pour le dev. Et ma reco est celle qu'on a trouvée la plus efficace aujourd'hui dans le travail de tous les jours, c'est Cursor. Parce que ça nous permet de rester comme dans un environnement qu'on connaît. Donc pour commencer à utiliser l'IA, c'est le plus facile. Parce que les agents IA autonomes et l'IA en CLI, on n'a pas l'habitude et on a l'impression de moins contrôler ce qui se passe. Alors que dans Cursor, en fait, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on a l'habitude de faire et ça marche plutôt très bien. Donc voilà qui conclut sur les différents types d'IA pour passer aux bonnes pratiques qu'on a apprises et qu'on a découvertes au fur et à mesure en utilisant ces outils. La première, c'est de faire un bon prompt, ce qui est la base dès qu'on interagit avec les LLM. Et du coup, c'est quoi un bon prompt ? Faut que ce soit spécifique, qu'on lui donne du contexte, des exemples et de la doc, et on se retrouve avec un prompt qui est au top. Spécifique, c'est-à-dire qu'on va pas lui demander de réaliser un site web complet d'un coup. Parce que sinon, effectivement, il va se perdre, il va pas y arriver. On va plutôt lui demander, écris une fonction qui fait la validation d'une adresse mail, écris une fonction qui fait la validation d'un numéro de téléphone. Différentes petites étapes, avec le plus de contexte possible pour pas qu'il se perde. Vraiment, je pense que le point le plus important, c'est lui donner le plus de contexte possible. Que ce soit le contexte du projet, le contexte technique, ce qu'on attend, le ticket si on a un ticket. Alors vraiment donner le maximum d'infos possible pour qu'il se perde pas et qu'il fasse ce dont on attend de lui. Et bien sûr, tous les exemples et la doc qu'on peut lui donner. Par exemple, ce qu'on peut faire, et ce qui marche plutôt ultra bien, sans faire un prompt ultra complexe, c'est un exemple assez rapide, c'est par exemple, on a fait tout à l'heure notre fichier de démo, donc avec la validation de l'adresse mail, notre fichier de spec associé, et on peut lui demander de s'inspirer de ce qu'il a fait pour ces tests-là, qu'on a revu, qu'on a dit que c'était OK, c'était un bon fichier de test, s'inspirer de ce fichier de test-là pour rédiger les tests d'un autre fichier. Ça va lui permettre
d'avoir pas mal d'infos sur tout ce qu'on attend, sur la façon dont les autres tests ont été codés, et du coup d'arriver à maintenir une code base plus homogène que si on lui demandait directement rédige les tests du fichier utils.ts. Après, sur tout ce qui est les méthodes de prompt, il y a un tech live qui a été fait en fin d'année dernière là-dessus, si je dis pas de bêtises, sur les différentes méthodes de prompt. Donc, voilà, donc le prompt, avoir des bons prompts, c'est super important et c'est vraiment le point de départ. Et après, ce qu'on peut faire aussi, et qui est vachement intéressant, c'est de créer une librairie de prompts qu'on partage à l'équipe. Par exemple, de comment créer un composant front, de comment générer des tests, de comment faire du refactoring, de voilà, tout ce qu'on peut imaginer, mais les stocker soit dans n'importe quelle base de connaissances, mais que ça soit partagé avec les équipes. Et alors partager vraiment ce qui fonctionne moins, et les améliorer au fur et à mesure, parce que voilà, ça évolue et c'est important de partager ça et d'avoir quelque chose qui presque on a juste à copier-coller sans se poser la question de comment refaire un bon prompt de 40 lignes à chaque fois. Voilà sur la partie prompt. Après, une autre bonne pratique, donc je parlais d'avoir un prompt le plus spécifique possible, et une façon d'y arriver, c'est de demander à l'IA de créer un plan. En fait, si on part d'une tâche qui est plutôt complexe, on va lui demander de découper cette tâche complexe en des petites tâches qui, elles, deviendront spécifiques, et du coup, il sera beaucoup plus efficace. Donc, par exemple, on peut lui demander de créer un plan pour faire le refactoring de nos fichiers tout à l'heure, en lui donnant l'objectif, c'est d'améliorer la maintenabilité et de mieux gérer la gestion des erreurs. Et il va nous sortir un plan avec les différentes tâches à réaliser, de créer un nouveau type d'erreur, de modifier la façon de la signature de notre fonction, d'améliorer la JSDoc parce qu'on aura modifié la signature. Et voilà, même d'autres suggestions qui sont intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est d'interagir avec lui, lui dire, en fait, ce point-là, je suis d'accord, ce point-là, je suis pas d'accord. En fait, de construire ce plan avec lui, on va se retrouver du coup avec une liste de tâches très spécifiques qu'on a validées en amont avec lui. Et en fait, quand on va lui demander d'implémenter ces tâches-là, d'implémenter ce plan tâche par tâche, il va y arriver beaucoup mieux. Il y aura des résultats qui sont beaucoup plus pertinents que si on lui demandait juste de faire le refactoring direct. Et après, du coup, quand on va lui demander d'implémenter, ce qui est important, c'est de lui donner des règles. C'est toujours dans cette notion d'avoir le plus de contexte possible et de lui préciser au maximum ce dont on attend de lui. Donc, des règles, c'est quoi? Ça va être les bonnes pratiques de code. Qu'est-ce qu'on attend comme bonnes pratiques de code? Un point super important, c'est la structure du projet dans lequel on est. Par structure du projet, j'entends, est-ce que c'est un monorepo avec un dossier front, un dossier back, où est-ce qu'on met nos composants compte, comment est-ce qu'on nomme nos fichiers, pour qu'il puisse s'en inspirer. Et quand il va développer un nouveau composant ou créer un nouveau fichier, il va pouvoir le faire directement au bon endroit, plutôt que un peu n'importe où il se dit que c'est bien. Ce qui peut arriver à faire du code qui marche, mais on se retrouve avec une code base qui est immaintenable assez rapidement. On peut aussi mettre tout ce qui est les bonnes pratiques de sécurité, le contexte général du projet, quel est l'objectif du projet, à quoi ça sert, quels sont les utilisateurs, ou l'audience cible, qui permettent d'adapter, par exemple, quand il va faire d'adapter ses suggestions, d'adapter son design, de proposer des choses en fonction de ça. La stack technique qu'on utilise et les librairies importantes. C'est un point super important. Quelle est la dernière version quelle est la version de framework qu'on utilise? Si on utilise Next 13, 14, 15, les langages, les librairies importantes. Par librairie importante, j'entends par exemple quelles sont les librairies qu'on utilise pour le style, que ce soit du CSS ou du Tailwind ou autre, pour la gestion des formulaires, pour la gestion de tout ce qui est state management. Voilà, lui donner vraiment ce qu'on veut utiliser. Comme ça, si on dit que sur une application React, on veut qu'il utilise du contexte pour faire state management,
il utilisera ça, il essaiera pas de nous mettre du Redux en plus alors qu'on n'en veut pas. Donc voilà un peu ces différentes règles qu'on peut créer et toujours donner le plus de contexte possible. Et ce qu'on peut faire dans Cursor, qui est pas mal, c'est de définir directement dans notre repo des règles avec des conditions d'utilisation de quand est-ce qu'il doit les inclure dans le chat. Par exemple, dès qu'il touche un fichier TS, on veut lui dire, un fichier TypeScript, qu'il utilise les bonnes pratiques de code pour TypeScript. Ou même des règles qui sont incluses par défaut dans tous les chats. Et comment ça structure, en gros, c'est vraiment lui donner les règles qu'on attend de lui, avec des exemples. Ça marche vraiment bien de lui donner des exemples de ce qu'on attend pour s'inspirer quand il va utiliser ça. Et ce qui est vachement important avec les règles, c'est que c'est pas quelque chose qui est fixe. On va pouvoir les améliorer au fur et à mesure, en ajouter des nouvelles. Si par exemple on se rend compte que l'IA fait toujours les mêmes erreurs ou introduit toujours les mêmes bugs, on va rajouter une nouvelle règle spécifique là-dessus, lui dire ne fais pas ça, il faut utiliser ça, il faut utiliser ça, il faut faire comme ça. Et du coup, qui va permettre vraiment d'améliorer la pertinence et les résultats obtenus avec l'IA au fur et à mesure qu'on fait évoluer le projet. Et du coup, ça c'est des cursor rules dans Cursor, mais après on peut aussi tout à fait le faire de manière plus basique en créant des fichiers Markdown ou même du fichier texte de base qu'on inclut à chaque fois dans nos prompts. Après, sur la suite, l'autre sujet qui est important, c'est donner la doc, notamment la doc des API ou la doc des librairies. Parce que ce qui se passe, c'est que les modèles d'IA, ils ont été entraînés, il y a un cut sur les informations qui leur ont servi à être entraînées. Et du coup, ils ne connaissent pas difficilement tout ce qu'il y a après. Et du coup, c'est vachement intéressant de lui donner les dernières versions des API, des frameworks, pour éviter qu'ils fassent comme c'était fait avant, et du coup qu'ils utilisent des fonctions qui n'existent plus, ou des façons de faire qui n'existent plus et qui ne marchent plus. Et du coup, pour lui donner la doc, comme on va faire, c'est soit on fait un CTRL-C, CTRL-V assez basique, et après, en fonction des outils qu'on utilise, on peut même lui donner directement l'URL, et comme ça, il va chercher les infos tout seul, voire même indexer toute la doc, et lui permettre d'aller chercher dans cette doc avec un outil d'agent IA. Et par exemple, dans Cursor, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, si on veut donner la doc de Stripe, on a juste à donner l'URL de base de la doc qui est en ligne, et lui, il va récupérer toutes les pages où est la doc, les scraper et intégrer les infos, les indexer pour pouvoir y avoir accès et du coup être à jour sur comment ça marche, potentiellement avoir des exemples d'implémentation qui permettent aussi d'être beaucoup plus pertinents. Et en plus de la doc, les autres infos qu'il faut lui donner et qui permettent vraiment d'aller plus loin, c'est tout simplement lui donner des tickets. Donc aller dans Jira, faire un CTRL-C, et dans Cursor et faire un CTRL-V. Comme ça, il y a toutes les infos sur ce qu'il y a à faire, les critères d'acceptation, ce qu'on attend, voire même les autres tickets. Par exemple, si on est dans une Epic et qu'il y a 4 tickets dedans, ça peut être intéressant de lui donner les 4 tickets et lui dire on travaille sur celui-ci pour pas qu'il déborde, parce qu'il y a, en fonction des modèles qu'on utilise, il a tendance à aller, si on le borne pas un peu, à aller plus loin que ce qu'on lui a demandé, et ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend derrière. Donc c'est intéressant de donner le plus d'infos possible. Donc soit le faire manuellement avec CTRL-C, CTRL-V, soit lui donner accès à Cursor, par exemple, via MCP, à notre outil de ticketing, que ce soit Jira, GitLab ou autre. Comme ça, lui, il va chercher directement les infos à la source. Après, la bonne pratique suivante, je pense que c'est la plus importante, c'est de relire le code. Mais vraiment relire le code, et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est le point le plus important, parce que si on ne relit pas le code, il y a le risque et elle va halluciner, elle va introduire des bugs, elle va introduire du code inutile, ce qui arrive assez souvent, notamment quand on va faire du refactoring ou
fur et à mesure qu'on itère dans les échanges avec l'IA, bah, on va changer peut-être de direction, sauf qu'elle ne va pas forcément supprimer ce qui a été fait avant. Donc, il peut rester du code inutile, donc pensez à relire pour supprimer ça si on a plus besoin. Introduire des failles de sécurité, que ce soit des trucs tout bêtes, comme oublier de sécuriser une route API, ou des trucs beaucoup plus complexes. Tendance à pas mal se répéter ou pas forcément avoir une vision de tout ce qui a été fait avant, ou enfin tout ce qui a été fait avant dans le projet. Donc, il va pouvoir se retrouver à réécrire des fonctions qui ont déjà été écrites, et du coup, on se retrouve avec du code qui est dupliqué. Si c'est une fois, on peut se dire ok, mais si ça commence à le faire plein de fois, en fait, on peut vite se retrouver à avoir un repo qui est complètement immaintenable. Du coup, c'est un point vraiment important à regarder, comme ce qui est ajout de librairie ou modification de config. Voilà, c'est vraiment un des points qui est super important. Après, comment relire le code? Bah, faire de la relecture humaine, il faut quand même avoir un peu d'assistance. Je lui parlais sur mon Tech Live il y a un mois sur les revues de code et de l'importance des revues de code. Après, tout ce qu'on peut mettre en place de linter, de formateur, d'analyse statique, qui déjà font un pré-tri et évite pas mal d'erreurs potentielles, notamment par exemple sur des duplications de code ou des choses comme ça, où l'analyse statique peut très bien en détecter une partie. Et après, il y a aussi relire le code de l'IA avec l'IA. C'est une bonne pratique. Bon, après, ça n'enlève pas le fait de quand même qu'il y a un humain qui rentre dans la boucle à un moment, mais on peut demander à l'IA de se relire ou de relire le code qu'on a écrit, nous, manuellement. Par exemple, toujours sur le petit fichier de démo de tout à l'heure de validation d'adresse mail, on peut lui demander de faire la review et de faire des suggestions d'amélioration ou de problèmes potentiels. Et il va nous donner des exemples qui sont pertinents, même sur une toute petite fonction comme on avait tout à l'heure. Donc, par exemple, de sortir la regex de la fonction pour des questions de performance, donc qui sont plus forcément trop d'actualité, mais c'est intéressant parce que c'est toujours intéressant parce que même si c'est pas applicable parce qu'on n'a pas envie de l'appliquer ou parce que c'est pas pertinent, ça nous invite toujours à réfléchir, à se poser la question est-ce qu'effectivement il a raison, est-ce qu'il faut l'implémenter ou pas? Et en fait, ça nous permet aussi d'apprendre, parce que potentiellement il va nous suggérer des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on a oubliées, et on peut creuser avec ça et du coup apprendre aussi grâce à l'IA, ce que je trouve est plutôt super intéressant. Et après, voilà, par exemple, là, il y a un autre exemple de recommandation qu'il nous fait, c'est sur la façon d'écrire, la façon de faire le check de si on a une chaîne vide dans l'email. On peut le faire en mettant un point d'exclamation email qui fonctionnera en JavaScript, mais c'est pas forcément le plus clair pour tout le monde. Donc, tant qu'à faire, on peut aussi faire directement un check sur la longueur. Le résultat sera le même, mais sera quand même beaucoup plus lisible. Et en fait, du coup, ça fait déjà une première petite revue de code en local avant de pousser son code, qui est déjà assez sympa et qui peut nous aider à avoir un code de meilleure qualité ou de nous aider à optimiser le code. Une autre bonne pratique, c'est parce que c'est bien de donner du contexte, mais la fenêtre contextuelle des LLM, elle est limitée, même s'il y en a maintenant qui ont des fenêtres assez grandes. C'est de ne pas hésiter à faire de créer une nouvelle conversation, de recommencer un peu à zéro dès qu'on sent qu'il part un peu dans tous les sens et qu'il s'éloigne de ce qu'on demandait au départ. En gros, la pertinence des résultats, elle va vraiment diminuer avec la longueur de la conversation. Donc, ce que je disais, dès que ça perd en pertinence, c'est intéressant de commencer un nouveau chat et de repartir à zéro, mais de repartir un peu sur des bonnes bases. Et ce qu'on peut faire, c'est, avant de commencer une nouvelle conversation, en fait, c'est de demander de résumer la première conversation. Comme ça nous fait peut-être, je sais pas, 20 lignes au lieu des 4000 lignes de conversation qu'on a eu avant, et démarrer une nouvelle conversation avec ça. Ça permet quand même de garder une partie du contexte de ce qu'on avait avant, pas tout perdre, pas repartir de zéro, tout sans trop polluer sa fenêtre contextuelle.
c'est un point qui change aussi pas mal la façon dont on utilise l'IA. Et puis après, il y a aussi choisir le bon modèle en fonction des tâches. Après, en gros, il y a aujourd'hui les modèles qui marchent le mieux et aussi en rapport qualité-prix, c'est Claude 3.5, 3.7 et Gemini 2.5 Pro qui fonctionne très bien aussi, et DeepSeek V3 en open source. C'est intéressant de les avoir un peu en tête. Et après, ça, je pense, ça vaut vraiment le coup de les essayer et d'appréhender un peu les choses et aussi d'utiliser les bons modèles en fonction de la complexité. Ça, c'est un peu des modèles, Claude 3.5, 3.7, ça va être un peu le modèle de base sur la partie dev. Et après, quand on veut aller plus loin et faire du raisonnement sur des tâches très complexes ou générer des plans, là, ça peut être intéressant d'utiliser par exemple, O3 de OpenAI ou d'autres, voilà, pour pas forcément sur la partie implémentation, c'est déjà une question de coût, mais que les résultats sont pas forcément tellement mieux que d'autres qui sont beaucoup moins chers. Donc sur la partie créer un plan et découper en tâches, ça marche plutôt très bien. Après, une bonne pratique aussi, c'est d'itérer, parce que l'IA ne va pas nous donner la bonne réponse du premier coup, ou très rarement, ou sauf si on arrive à faire un prompt qui est absolument parfait, mais c'est un peu compliqué. Et donc l'idée, c'est vraiment d'échanger avec l'IA, que ce soit pour la construction du plan, que ce soit pour un plan de départ ou vraiment l'implémentation. On va commencer avec un prompt de base, on peut même lui demander est-ce que tu as des questions avant de démarrer, parce qu'il y a peut-être des sujets qu'on a oubliés dans le prompt, des sujets que l'IA aimerait qu'on clarifie. Et en fait, ça nous permet toujours d'avoir plus de contexte et de donner des résultats qui sont le plus pertinents possible. Et après, rebondir sur les réponses, lui dire c'est bien, mais c'est pas ça que j'attendais, ou mais ça marche pas, ou creuser, continuer, itérer. Et c'est comme ça qu'on aura les meilleurs résultats possibles pour faire du dev avec de l'IA. Voilà un peu qui conclut cette partie sur les bonnes pratiques. Et maintenant, on va faire un petit focus sur la sécurité quand même. Parce qu'il y a quand même des risques à utiliser l'IA pour le dev, même l'IA de manière générale. Il y a le premier risque qui est tout ce qui concerne la fuite des données et RGPD. Parce qu'en fait, quand on utilise des API de LLM, que ce soit les API de OpenAI, Claude ou n'importe quel autre, Anthropic, pardon, ou n'importe quel autre, on leur envoie les données. Et on ne sait pas forcément trop ce qu'ils en font, et on n'a pas forcément envie d'envoyer des données critiques à ces outils-là. Du coup, la solution, c'est de mettre en place un LLM on-premise qu'on peut utiliser. Et il y a un tech live du coup la semaine prochaine là-dessus, de Julien Boyer avec un Rex sur Enedis sur ce sujet-là, et utilisation de MCP également. Après, donc, toujours sur la sécurité, il y a le risque d'introduire des bugs qui peuvent introduire des failles de sécurité. Parce que il y a des bugs où il y a juste un bug, un bouton, le texte qui débordera d'un bouton sur l'interface utilisateur, c'est pas très grave. Mais on peut se retrouver avec des bugs beaucoup plus complexes et qui ont un impact beaucoup plus grave. Par exemple, si on se retrouve à avoir des failles qui permettent de donner l'accès à l'interface admin d'une manière ou d'une autre. Donc là-dessus, c'est vraiment toujours la même chose, c'est de relire à fond ce qui est généré par l'IA et de mettre le plus de tests possible pour que ce soit le plus robuste possible. Après, il y a le risque d'introduire des vulnérabilités, notamment sur les dépendances. Pour installer des nouvelles dépendances, mais il faut quand même bien checker que ce soit les bonnes dépendances qu'il installe, parce qu'il y a tout, j'ai perdu le nom, mais cette méthode de hijacking de librairie, où c'est une librairie qui se fait passer pour une autre, par exemple sur NPM ou autre, avec presque le même nom, presque le même code, mais du code malveillant caché dedans, qui peut du coup introduire des vulnérabilités là-dessus, ou même juste des vulnérabilités de dépendance, parce qu'il utilise des dépendances obsolètes. Donc voilà, toujours relire, vérifier qu'on apporte bien les bonnes dépendances, et faire de l'analyse statique, ça marche bien. Et le dernier sujet auquel on pense assez rarement, qui n'est pas vraiment sur la partie sécurité, mais c'est la propriété intellectuelle.
parce que les IA ont été entraînées sur le code qui se trouve sur Internet, potentiellement du code qui est sous licence, et qu'on n'a pas le droit de réutiliser ou pas le droit de réutiliser sans mettre la licence dedans. Avec potentiellement du coup un impact même sur les outils qu'on développe, parce que si on utilise du code open source, en fonction de comment on le fait, de l'impact, on peut se retrouver avec une solution qui tombe dans l'open source aussi directement, ou qui est juste qui ne respecte pas la licence, avec des problèmes légaux derrière. Et pour ça, le mieux serait de vérifier tout le code, mais ça peut être un peu compliqué. Je pense que les sujets où il faut faire le plus attention, c'est quand on a l'impression qu'ils nous copie-collent un gros morceau de code d'un coup. Prendre ça, copier-coller sur Google et vérifier qu'on a le droit de l'utiliser. Voilà, donc sur la partie sécurité. Et pour conclure, c'est que l'IA ne va pas remplacer les devs, mais pour moi, dans ce qu'on a vu dans l'utilisation, c'est plutôt un dev junior un peu particulier à qui il faut vraiment bien préciser toutes les tâches, lui donner presque quel fichier à modifier, lui donner toutes les infos possibles, plus d'infos possibles, pour que ça marche effectivement, mais c'est loin de remplacer les devs. Et après, sur nous, ce qu'on a constaté un peu sur la courbe d'utilisation de l'IA dans l'équipe, il y a eu première étape qui a été de pas trop utiliser, demander pourquoi, à quoi ça sert, être un peu sceptique sur le sujet. Une deuxième étape où c'est trop bien et du coup on utilise même trop. Et du coup, sans forcément trop réfléchir et avec des résultats qui sont pas forcément ultra pertinents. Et après, après cette phase de hype passée, que c'est vraiment super utile, qu'on peut faire plein de choses avec, mais qu'il faut bien utiliser et pas lui faire une confiance aveugle. Et voilà, du coup, qui conclut ce Tech Live. Et puis maintenant, je vais vous laisser un peu de temps si vous avez des questions à poser. Alors, je vois une première question, yes. Sur un dégât curseur avec un LLM, alors via Ollama, je ne l'ai pas testé, mais ouais, on peut brancher curseur sur un LLM on-prem pour que ce soit gratuit et privé. Donc la réponse est oui. Et voilà, effectivement, c'est un sujet qui est vraiment important. Qui dépend aussi du contexte dans lequel on est, parce qu'il n'y a pas forcément toutes les applications qui nécessitent un niveau qui sont ultra critiques ou qui ont besoin d'énormément de confidentialité, mais c'est possible. Que ça soit du coup c'est même une bonne pratique de manière générale dans les entreprises, plutôt que d'avoir que tout le monde ait son accès à ChatGPT privé, d'avoir un ChatGPT on-prem dans l'entreprise pour éviter les fuites de données, que ce soit des fuites de données sur le code ou sur n'importe quoi d'autre, parce qu'on copie-colle un doc avec des noms de clients ou des noms de candidats dans ChatGPT ou des appels d'offres ou n'importe quoi de ce type-là. Donc voilà, effectivement, c'est un sujet qui est vachement intéressant et qui va avec le fait de former les utilisateurs à l'utilisation de l'IA, toujours dev et pas dev d'ailleurs, dans l'ensemble, de bien les former, de les sensibiliser aux risques qu'il y a d'utiliser ChatGPT ou n'importe quel, je prends toujours ChatGPT, mais c'est la même chose pour les autres, en collant des données potentiellement confidentielles. Pas d'autres questions pour l'instant. On va attendre quelques minutes
s'il y en a d'autres qui se manifestent. Il n'y a pas d'autres questions. Une autre. Ce qui marche bien sur les... si je pas encore la question, mais ça va pas tarder. Sur les modèles qui sont utilisés on-premise, ce qui marche vraiment bien, sans forcément aller dans des modèles qui sont fine-tunés ou quoi, c'est DeepSeek, qu'on peut faire tourner sur un serveur, en local ou sur une infra qu'on maîtrise en tout cas. C'est ce qui est le plus utilisé. Après, il peut y avoir pas mal de petits modèles dont j'ai pas les noms en tête, mais qui sont plus spécifiques, mais potentiellement plus légers aussi. Donc, qui peuvent être bien si on veut faire tourner un modèle en local sur son PC et qu'on n'a pas forcément un PC avec 100 giga de RAM. Mais voilà, le plus efficace, c'est DeepSeek, effectivement. Normalement, les questions s'affichent, mais pas celle-ci. Ok, ça marche. Je vois pas d'autres questions, donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt pour un nouveau Tech Live. Bonne soirée.